Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. C'est Jimmy. Suivez le témoignage du capitaine Yves Motondo Mongo sur l'assassinat de Marian Ngouabi. Monseigneur, Monseigneur, Messieurs, Madame du Présidium, Messieurs, Mesdames les conférenciers, depuis 14 ans, je n'ai pas ouvert ma bouche pour parler de ce qui circule partout, de ce qui se dit à mon nom sur l'assassinat du président Marian Ngouabi. J'ai quitté Pékin où je suis en poste depuis 3 mois et le 17 janvier, je suis arrivé ici pour attendre parler devant les conférenciers. Je vais vous présenter d'abord mon curriculum vitae. Monseigneur, ce n'est pas la peine de crier parce que si je ne voulais pas venir, je serais à Pékin aujourd'hui. Je suis né Yves Motondo Mongo le 7 janvier 1948 à Liranga où j'ai fait mes études primaires et je les ai terminées à Infondo. Mes études secondaires au lycée technique d'État de Brazzaville jusqu'en 1969 d'où je suis sorti avec le brevet supérieur d'études commerciales. J'ai été admis à l'école militaire de Cherchel en Algérie jusqu'en 1971. Et ensuite je suis allé à l'école d'état-major de Frouzé à Moscou de 1972 à 1976. Je suis rentré au pays, retenez-le, le 26 juillet 1976. Nommé capitaine en 1976 en septembre. En 1979, j'ai été épuré de l'armée, mis à résidence surveillée à Bétou pendant 4 ans. Et maintenant, je vogue d'ambassade en ambassade et je suis à Pékin. Lorsque j'ai appris que la conférence nationale allait avoir lieu, j'ai rappliqué immédiatement et je suis ici depuis le 17 janvier. Maintenant, mon exposé, je vais le faire en 3 parties, Monseigneur. La première partie consiste à vous parler de mes 2 rencontres avec le président Ngouabi après mon retour de l'académie. Je suis rentré, comme je vous l'ai dit, de l'académie le 26 juillet 1976. Je suis resté sans fonction pendant très longtemps et en novembre, disons avant novembre, je suis rentré lieutenant, alors que tous mes collègues étaient nommés capitaines. Je suis allé voir le président, à l'époque le ministre de la Défense, Sassou Nguesso, que je connaissais bien pour avoir été mon chef de corps au bataillon Para, et je lui ai demandé pourquoi j'étais en retard à l'avancement. Je lui ai dit, mais Tiba, qui est paperassier, il a avancé. Et pourquoi moi, l'officier de commandement, je n'ai pas avancé? Et il m'a dit ceci. Et écoutez, il m'a dit ceci. Tiba est là où on prend la décision. Et du reste, il n'a pas de mérité. J'ai dit, mais moi, je n'ai pas de mérité non plus. En septembre, j'étais avancé capitaine. Je suis resté sans fonction jusqu'en novembre-décembre, où l'on m'a confié la reconstitution du BI, du bataillon d'infanterie. C'était des jeunes qui venaient de tous les centres d'instruction, de Makola, je crois, d'ici Brazzaville et certainement de Ouesso. J'étais basé au camp du 15 août.
j'ai pris mes fonctions et j'ai travaillé comme cela avec 18 officiers qui venaient de nombreuses écoles, certains de Moscou, d'autres de Roumanie et je crois de Madagascar. Le commandant en chef, le président Marien Ngouabi, m'a découvert lorsqu'il faisait la tournée de popotes, c'est comme ça qu'on appelle ça dans l'armée. Après les attaques du réalignement du chemin de fer, le président Ngouabi a décidé de visiter les casernes et d'apprécier l'état de ses troupes. C'est ainsi qu'il m'a retrouvé au camp du 15 août, commandant du bataillon d'infanterie. Il n'était pas au courant de mon retour d'école d'état-major, alors que la fiche avait normalement circulé et normalement le commandant en chef aurait dû être au courant de mon retour. Il est rentré chez lui, donc après les visites, nous nous sommes salués, il m'a demandé quand est-ce que j'étais rentré, je lui ai raconté un certain nombre de choses. Et disons un mois avant son assassinat, pendant que j'étais dans mon bureau, une voiture Mercedes est venue de la présidence. Et le chauffeur est descendu et il m'a dit, mon capitaine, le commandant en chef vous appelle. Je lui ai dit quoi? Le commandant en chef, le président de la République? Il m'a dit oui. J'ai averti le commandant Kouma, le commandant de zone, dont les bureaux se trouvaient au-dessus des miens, et je suis parti dans ma Jeep, suivant la Mercedes de la présidence. Nous sommes rentrés tous les deux, j'ai garé ma Jeep et j'ai trouvé le président debout à l'extérieur. J'ai salué, il m'a demandé où est le commandant Kouma. Je lui ai dit, mon commandant, mais le commandant Kouma n'est pas averti que vous l'appeliez. Il m'a dit, bon, mais ça fait rien, allons-y. Je l'ai suivi, le garde-corps, le secrétariat et son bureau. Et nous sommes assis face à face. Et il m'a dit ceci. Motondo, je vous ai fait venir pour vous dire ceci. Je suis trop pris par le travail politique et administratif. Je ne contrôle plus l'armée. Je voudrais que vous veniez m'aider. Je vous répète là ce que le commandant en chef m'a dit. Nous étions deux. Vous allez vous occuper de ma garde, de ma sécurité. Nous voyagerons ensemble. Bien sûr, vous vous occuperez également du travail propre au cabinet militaire. Et tout de suite, je lui ai dit, mais mon commandant, ce que vous me dites là, c'est un peu... il y a trop à faire là. Mais les autres directions sont déjà occupées. La garde présidentielle, il y a le camarade de Wolo qui est là-bas. La sécurité présidentielle, Ngobo est là. Et puis je vous vois souvent avec Ibarra. Bon, qu'est-ce que je... Et puis, vous savez, là-haut, j'ai le chef d'état-major général et le ministre de la Défense. Je ne connais pas très bien leur opinion. Il me dit, oui, Motondo, je sais. Le président de la République est comme une belle femme que tout le monde veut coucher, mais moi, je saurais arranger ces choses-là. Alors, ensuite, il m'a dit, ben, vous allez venir ici. Bon, mais... Bon, je passe là-dessus parce que c'est ces problèmes familiaux et de sentiments et sentimentaux, et j'estime qu'il m'a fait véritablement confiance pour m'en parler. Je ne vous le dirai pas. Passons. Alors, il me dit, votre ami, le commandant Nyombela m'a écrit, il m'a dit qu'il a des problèmes avec Sassou. Moi, je ne peux pas comprendre que Nyombela, Sassou ait des problèmes. Alors, c'est votre ami, vous allez lui écrire. Il dit que moi, je ne peux pas lui répondre, mais que je vais régler son problème avec Sassou. Je ne peux pas comprendre qu'ils aient des problèmes. Bon, entre-temps, vous allez faire l'organigramme de votre service et nous nous retrouverons après. À vos ordres, mon commandant, je suis sorti. Je suis arrivé chez moi au camp, j'ai réfléchi pendant longtemps et j'ai rassemblé mes officiers. Et je les ai informés de la décision que venait de prendre le commandant en chef de me nommer donc comme chef de son état-major particulier.
Alors, nous en avons discuté et j'ai demandé à certains d'entre eux qu'elles voulaient venir travailler avec moi à l'état-major particulier du président de la République. Ensuite, j'ai décidé d'aller voir mes supérieurs hiérarchiques parce que je savais qu'à 28 ans, nommé chef d'état-major particulier du président de la République, ça devait faire grincer les dents à certains. Alors je suis allé voir le commandant Bia pour prendre son opinion. Le commandant Bia m'a répondu rapidement et m'a dit que le travail était difficile. J'ai vu le chef d'état-major général, le commandant Ngolo. Nous en avons parlé et le commandant Ngolo, lui, il m'a dit qu'il était disposé à travailler avec moi sans complexe. Je suis allé voir le ministre de la Défense, le commandant Sassou, et je lui en ai également parlé. Il m'a dit, bon écoute, tu feras ce que tu pourras. Moi j'avais dit au commandant en chef que tu es commandant du pays, tu fais bien ton travail à ce niveau-là. Et bon, on pensait que c'est pas utile que tu ailles là-bas. Mais puisqu'il tient, il a même frappé sur la table en comité de défense, alors je n'y peux rien. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Mais enfin, c'était le point de vue du ministre de la Défense. Une semaine et demie après, la même voiture est revenue me prendre dans ma caserne. Mais j'avais déjà préparé l'organigramme de mon service. Je suis parti dans la voiture cette fois-ci, ma Jeep n'était pas avec moi. Au lieu de me recevoir dans le grand bâtiment, c'est mon collègue, le capitaine Okemba, qui est maintenant attaché militaire à Pékin, qui est venu me recevoir et m'a amené dans la paillote à droite. Il y avait des bureaux à droite du grand bâtiment. Le président recevait quelqu'un d'autre que je n'ai pas vu sortir d'ailleurs. Pendant que nous attendions, Okemba et moi, dans la salle d'attente, est arrivé le directeur du cabinet du président, M. Okanza. Il écrivait sur les genoux, il avait des papiers sur lesquels il écrivait, il prenait des notes, il faisait je sais pas quoi. Ensuite, le président a terminé avec le monsieur qui recevait avant et il a reçu immédiatement son directeur du cabinet. Quand il a terminé avec M. Okanza, il est venu vers nous, nous sommes levés, nous l'avons salué, il s'est assis sur le divan, nous sommes assis sur les deux fauteuils et il m'a tendu tout de suite la main. Des papiers, je lui ai remis mon organigramme. Alors il me dit, tu viens travailler avec moi, vous venez travailler avec moi finalement. Parce que auparavant, je vais vous dire que lorsqu'il m'avait demandé de travailler avec lui, j'avais un peu hésité. Je voulais rester avec la troupe, j'avais 28 ans, je ne me voyais pas dans un bureau, fut-il climatisé. Bon, alors je lui ai remis le document, et puis il s'est levé, mais nous sommes levés, enfin il s'est levé, nous sommes tous levés. Il a dit à Okemba, alors Okemba, vous préparez un bureau et une voiture pour Motondo. Il est parti et j'ai dit à Okemba, ben, je viendrai travailler ici, mais à condition que le décret soit pris. Pour le moment, je suis avec ma troupe. J'ai rejoint mon corps. Ainsi, j'ai travaillé normalement jusqu'au 18 mars. C'est cette date-là que vous attendez, je sais. On va en parler. Alors, le 18 mars 1977, nous avions programmé un tir. Le quartier était consigné, c'est vrai, mais les instructions étaient claires, les militaires le savent. Nous devrions continuer à nous entraîner normalement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon corps en deux, c'est-à-dire l'unité que je commandais en deux. J'ai confié la première partie qui devait aller au champ de tir à mon adjoint militaire, le lieutenant Mondouta. La deuxième partie qui devait rester dans la caserne, parce que je ne voulais pas vider ma caserne, je l'ai confiée à mon adjoint politique, le sous-lieutenant Bon Okana. À
3 heures du matin, j'ai donc assisté au départ à pied au chantier de la Ndjiri du premier groupe, parce que le deuxième devrait partir le 19. Ils sont partis à pied et moi je les ai suivis à 7 heures dans ma Jeep de commandement, suivi de ma Land Rover dans laquelle il y avait du matériel de tir, donc les cibles, les craies, les munitions. Je suis arrivé au champ de tir au même moment que ma troupe. Nous avons trouvé au champ de tir 2 unités. Une unité du génie et les filles militaires qui étaient encadrées par le commandant Gakoso, le feu commandant Gakoso. Ils ont effectué leur tir avant nous. Moi, j'ai empointé les cibles mobiles du génie. Les cibles mobiles, c'est les cibles sur lesquelles, lorsqu'on tire, elles tombent, elles bougent. J'ai empointé les cibles mobiles du génie. Nous avons effectué notre tir normalement. Et j'ai ordonné le départ. J'ai repris ma Jeep de commandement suivi de ma Land Rover. Dans la Land Rover, il y avait le matériel de tir et également des jeunes qui ne pouvaient plus marcher parce qu'ils avaient mal aux pieds, ils avaient mal entre les jambes, etc. Nous sommes venus au génie. J'ai remis les cibles mobiles du génie. Nous avons remonté par les 3 martyrs, l'immeuble des Italiens, le col des cadets et le camp du 15 août. Il était 13 heures. Mon ami Sambo s'est trompé. Il était 13 heures. J'étais rentré avant les coups de feu. Je vais vous le raconter. Il était 13 heures. En bas m'a rencontré mon officier adjoint politique, le lieutenant Okana. Il me demande, mon capitaine, le tir s'est bien passé? Je lui dis oui. Il me dit, est-ce que nous pouvons aller manger maintenant? Je dis oui. Lorsque la Land Rover sera débarrassée, vous la prenez, vous allez manger. Je monte à l'étage, je trouve le commandant Kouma. J'ai dit au commandant Kouma, mes gars ont fait une très longue marche, ils ont tiré, ils n'ont pas mangé. Il faut que l'on trouve un véhicule du matériel qui aille les chercher. J'ai pris donc son téléphone et j'ai téléphoné au matériel. Au matériel, j'ai eu le lieutenant Fiantou, qui malheureusement est mort dans l'accident de l'avion. J'ai eu le lieutenant Fiantou. J'ai dit, Fiantou, j'ai mes gars qui reviennent à pied, mais ils sont fatigués, exténués. Il va falloir que vous envoyiez un véhicule les chercher. Il me dit, mon capitaine, j'ai un véhicule, mais il est vieux, il marche mal. Je ne voudrais vraiment pas le mettre dehors. Alors je donne le combiné au commandant Kouma et il insiste, il donne donc des ordres à Fiantou. Il lui dit, il faut que tu envoies un véhicule chercher les gars du pays qui reviennent à pied. Fiantou donc promet exécuter l'ordre et le commandant Kouma et moi nous descendions. Nous descendons et nous trouvons mon chauffeur. Le commandant Kouma n'avait pas de véhicule. Nous prenons ma Jeep, c'est une Jeep chinoise. Nous allons le déposer chez lui aux environs de 13h15, 13h20. Et je rentre chez moi. Ma résidence à l'époque était en face de celle du Premier ministre actuellement, donc vers la Poudrière. Je demande à mon chauffeur de partir manger et de revenir rapidement parce que nous allions procéder au nettoyage de l'armement. Je me change et je vais manger. Lorsque j'ai fini, bon, je n'avais d'ailleurs pas fini pour la simple raison que je vivais avec mes sœurs, dont la cuisine ce jour-là ne m'avait pas plu. Je me suis fâché et je suis allé me coucher. J'avais à la maison mes 2 sœurs, mon neveu, 2 neveux et ma petite fille de 4 ans qui a maintenant 18 ans. Alors elle dormait avec moi. Donc comme il faisait très chaud, je me suis mis en slip, je suis allé dans ma chambre. Et ma fillette s'est couchée avec moi. Et au lieu de me reposer, elle s'est mise à faire du bruit. Le temps a passé et ma soeur est venue frapper à la porte. Elle me dit, Yaya, il y a Landry qui t'appelle au salon. Je dis, Landry? Elle me dit, oui.
Landry, c'est le lieutenant Ganga. Ganga Landry, l'un de ceux qui étaient restés au chantier, donc qui sont venus par le véhicule que Fiontou leur a envoyé. Alors Landry, je sors, je prends une grande serviette, j'attache à la taille et je sors, je viens au salon. Ils étaient là, il faut bien suivre cette partie. Ils étaient là, le lieutenant Ganga Landry, le lieutenant Ngonzo, le lieutenant, excusez-moi le nom, le lieutenant, Mavungu. Il est ici, Mavungu. Ngonzo est ici. Le lieutenant Ganga est maintenant civil comme moi à Pointe-Noire. Vous pourrez toujours les appeler. Alors, Ganga me dit, mon capitaine, est-ce que vous pouvez nous donner votre véhicule pour aller manger? Je leur dis, je ne peux pas vous donner votre véhicule parce que vous voyez que le véhicule n'est pas là, il est avec mon chauffeur. Mais cependant, vous pouvez aller à la caserne. Le chauffeur qui est allé déposer le premier groupe d'officiers avec le lieutenant Borokana est un chauffeur PDL, donc il reviendra manger à la caserne. À partir de ce moment, vous reprendrez son véhicule et vous irez manger à votre tour. Moi, je repars au lit. Les 3 officiers sortent de chez moi. Suivez bien ça. Ils sortent de chez moi, ils marchent vers le camp du 15 août et ils arrivent à hauteur de la maison où habitait le lieutenant Sassou à l'époque, mais de l'autre côté. Sassou habitait vers là où habitait Mitsonsa, je crois. De l'autre côté, ils trouvent le lieutenant Balossa, lequel lieutenant Balossa maintenant est parti à Air Afrique. Ganga Landry et Balossa s'échangent certaines paroles amicales. Et à ce moment, il y a des coups de feu à la présidence. Et l'un des officiers dit, mais allez appeler le capitaine. Et les autres lui disent, mais le capitaine entend, il va venir. Effectivement, à ce moment, moi j'entends un premier coup de feu. Je me relève et je fais taire ma fillette. J'essaie de percevoir de quel côté et qu'est-ce que c'était. Parce que là où moi j'habite, la présidence et le camp de la garde présidentielle sont quasiment dans la même direction. Alors moi je me suis dit, mais ça. Et puis, un premier coup de feu et des rafales. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il fait Ngobo? Il prépare une fête, il commence à tirer en ville, surtout qu'ils avaient une unité spéciale avec laquelle ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, même en ville. Alors, au début, je n'ai pas pris ça au sérieux. Ensuite, je me suis rendu compte que ça tirait et ça durait. Ah, j'ai commencé à m'habiller. J'ai pris mon pantalon, j'ai porté mon pantalon, ma veste de combat, mon ceinturon avec mon pistolet, mes chaussures, et je vais vous dire une chose. Depuis au moins une semaine, je portais une veste et un pantalon vert armé, des chaussures de brousse et des guettes, par les Rangers de Kigadidi. Je portais un chapeau de brousse et non un béret, vous pouvez le vérifier. Alors, je me suis habillé rapidement, et à ce moment-là, l'alerte a sonné. Ma soeur est revenue à ma porte. Ya, Alex. Je dis, oui, mais j'entends, je m'habille. Prends la fillette et ne t'occupe plus de moi. Je prends mon pème, je cours à la fenêtre de ma douche, de mes toilettes, donnait sur la cour du Premier ministre. J'ai observé, je voulais voir comment réagissait la garde là-bas. Et je n'ai vu personne. Alors j'ai compris qu'ils s'étaient mis à l'abri. Alors j'ai décidé de foncer à ma caserne. J'ai traversé par derrière. Pour ceux qui connaissent cet endroit-là, entre le petit camp de la marine et le bâtiment où habitait Sassou, il y a un petit passage. Là habitait Moukila, Ngakala, etc. Alors j'ai traversé par là en courant et j'arrive sur le goudron, devant justement ce bâtiment, là où habitait le lieutenant Sassou à l'époque. Et je rencontre le capitaine Ngakoso, Ngakoso qui est mort. Il allait en courant vers l'artillerie, sa caserne. Et moi j'allais en courant vers le camp du 15 août, ma caserne. Et pendant ce temps, les gardes, la garde présidentielle, couraient dans toutes les directions. Qui chaussures en main, qui chapeau en main, c'était le Sinaï. Alors, je rentre dans ma caserne et je monte, je rencontre le commandant Kouma qui descendait vers moi. Il me dit, mon petit, tu arrives, c'est une bonne chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qui tire? Il me dit, on tire à la présidence. J'ai dit, mais qui tire? Il me dit, les flecs. Ah, j'ai dit, les flecs à la présidence?
Ben, suivez bien ça, justement. Il me dit les flecs. Je lis les flecs à la présidence. J'avoue que j'étais un peu KO. Il me dit, il faut que tu ailles. Bon, mais je regarde autour de moi. J'appelle encore mes officiers, Landry, Ngonzo et les autres. Il a dit, on va aller à la présidence. Aller à la présidence, ça veut dire aller secourir le président et renforcer les autres camarades de la garde présidentielle. Mais moi, ma troupe était toute jeune. C'est des jeunes qui venaient sortir du CI, ils ne savaient pas manœuvrer. Et la FCB, ils venaient juste de la terminer, la formation commune de base. Alors j'étais également directeur du peloton du CAT2. Ça veut dire que j'avais un groupe de caporaux chefs, à qui on devait donner une formation pour passer sergent. Alors j'ai décidé de prendre cela. Je les ai coupés en deux, je les ai scindés en deux groupes. J'ai dit à Landry et Mavungu de prendre le premier groupe, d'aller vers le Metz, de descendre, faire un bouchon en bas vers le fleuve. Je ne sais pas si vous me comprenez. Mais parce qu'on m'avait dit le flec, j'imagine que le flec venait de l'autre côté, je ne sais pas trop bien comment, mais en fait c'était dans cette espèce de broussaille-là que nécessairement il devrait se replier. Et moi je devais aller tout droit à la présidence. Et pendant que moi je descends avec mes gars, Landry déjà il s'en va avec les siens, rentre dans notre caserne au bas, celui qui avait la femme soviétique que le juge Okoko avait maltraité au procès. Marcel Oba, il conduisait d'une main et il demandait les armes. Moi je dis, va prendre les armes dans notre atelier. Et à sa droite était assis le sergent Gwabi. Et j'arrive à la porte du camp du 15 août, je rencontre Issambo qui sortait de chez lui, avec 2 ou 3 militaires. Il me dit, Yves, toi qui as des troupes, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, mais on va à la présidence. Il me dit, ok, on s'en va. Alors on fait mouvement, et lui et ses 2 ou 3 militaires, et ma petite troupe, donc nous descendons vers la présidence. Alors, on arrive 50 mètres, on a progressé 75 mètres, on rencontre un militaire qui vient du côté de la présidence. Il vient en courant, il nous rencontre, et il nous dit, le président est gravement blessé là-bas, c'est le capitaine Motondo qui lui a tiré dessus. Oh, moi je dis, mais le capitaine Motondo c'est moi. Il dit, non, excusez-moi, mon capitaine, c'est le combattant Motondo. Je dis, il n'y a pas de combattant Motondo dans l'armée. Eh oui, vous riez, mais moi j'ai failli prendre. Hein. Et Issambo lui dit, mais tu es fou quoi. Allez, fous le camp. Parce que nous pensions que, je ne sais pas moi, qu'est-ce que j'étais devenu. J'ai dit, Issambo, alors on continue la progression. Alors, on avance un peu et Landry revient en courant. Lui, il était parti, il me tient par la chemise, il me dit, mon capitaine, ce n'est pas la peine de bouger. Tout le monde nous accuse d'avoir fait un coup. Mais ça, nous avons fait un coup. Lequel? Je dis, oui, mais il fallait que le président ait été blessé, c'est nous, c'est le BI. Mesdames, Messieurs les conférenciers, vous ne pouvez pas savoir dans quelle situation on se trouvait en ce moment-là. Chaque fois que nous allions aux entraînements, nous étions suivis par la sécurité d'État. Aux réunions hebdomadaires, mes officiers m'ont demandé qu'on leur tende une embuscade et qu'on leur casse la gueule. Je leur ai dit non, on ne fait pas comme ça. Laissez-les nous suivre jusqu'au moment où ils seront fatigués, ils se rendront compte que nous faisons nos entraînements normalement. Alors donc, c'est dans ce contexte-là. Alors le BI, c'est des coups d'État, le BI, Motondo s'entraîne comme Diawara, celui-là mon vieux, qu'est-ce qu'il va devenir? Qu'est-ce qu'on n'a pas raconté? Et voilà le président vient mourir dans ces conditions-là. Et c'est le BI, c'est Motondo. Alors nous revenons, nous rebroussons chemin. Alors là, je dis à mes gars, écoutez, on retourne. Alors, qu'ils fassent comme ils veulent, nous retournons dans notre caserne. Nous revenons vers notre caserne, nous arrivons au portail, et nous retrouvons donc le commandant Kouma qui était descendu. Je vous ai peut-être pas dit qu'au moment où je descendais avec au Congo Nicolas qui montait. Donc il redescend aussi vers le portail, et nous restons tous là, à attendre, on ne savait pas trop bien que faire. À ce moment-là arrive Mbia. À ce moment-là arrive Mossi Poso, il est ici, le colonel. Quelque temps après, arrive le général Ngolo. Il est descendu d'une jeep. Je crois qu'il avait un casque, je ne me souviens plus très bien, mais enfin lui il sait. Alors, arrive également Okemba. Et il y a un conciliabule entre eux, moi je ne faisais pas attention. Et Ngolo vient me prendre par le bras, par la main droite. Il me dit, Motondo, viens avec moi. Je le suis doucement, je ne comprenais rien. Alors il appelle le commandant Kouma, il dit, tu prends Motondo, tu l'amènes dans ton bureau, que personne ne l'approche.
Alors mes gars comprennent que c'est une espèce d'arrestation. Ils disent, ah non, alors dans ces conditions, nous ne laissons pas le capitaine tout seul, nous étions avec lui, et nous allons partir avec lui. Nous rentrons dans le bureau du commandant Kouma, nous nous asseyons, nous enlevons nos ceintures, nous les posons, les armes, et on attend. Je ne sais pas combien de temps après, le téléphone sonne, le commandant Kouma décroche, il bavarde un peu, après rapproche, il me dit, ah oui mon petit, mais voilà, c'est Kadidi qui a fait le coup. Toi tu étais... Attendez. Ne vous énervez pas. Toi, tu étais avec moi. Mais c'est logique, ça se comprend maintenant. Il y a même sa voiture, il y a tout là-bas. J'ai dit, mon commandant, écoutez, ne vous excitez pas aussi. Trouvez l'assassin. Parce que je me rends compte que vous m'avez enfermé là. Ah, c'est moi que vous accusez d'assassin. Alors nous sommes restés là, comme ça, à attendre de nouvelles informations. Jusqu'au moment où j'ai décidé de prendre le téléphone, d'appeler mon cousin Batias Molom, le directeur général de la Voix de la Révolution, et de lui dire. Il me dit, mais où est-ce que tu es? Je dis, je suis dans le bureau du commandant Kouma. Il me dit, il ne t'est rien arrivé? Je dis non. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, regarde, si les gens t'emmerdent, tu les emmerdes. Parce que moi, je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Je n'ai rien à voir dans cette affaire-là. Alors si les gens t'emmerdent, tu les emmerdes. J'ai attendu, nous sommes restés encore là, et arrivé le commandant Bima, de Pointe-Noire. Ils étaient avec le commandant Tister. Et lui, il est venu directement à la caserne, et il s'assied à côté de moi. Il me dit, mais Motondo, mais c'est pas possible. À l'aéroport, on me dit que tu es en fuite, et je viens te trouver tranquillement assis ici. Ah, je dis, et Katari là-bas, il fume cigarette sur cigarette. Ah, je dis, bon alors j'appelle Xavier. Je forme le 10. La dame qui me reçoit, je dis, capitaine Motondo, je voudrais parler au capitaine Katali à Pointe-Noire. Elle fait, ah, et puis silence. Je suis habitué à ça, maintenant c'est rare, tout le temps. Alors, le commandant Kouma me prend le combiné des mains et il forme le numéro. Et il a la dame, il lui dit, ici, commandant Kouma, je voudrais parler au capitaine Katali à Pointe-Noire. Il tombe sur le capitaine Katali et il lui parle en sango, donc en langue centrafricaine. Et il lui dit, bon, mais écoute, répétez avec moi ici, ce n'est pas lui, il n'a rien à voir là-dedans, c'est Kikadidi, ne t'inquiète pas. Il dit, non, passe-moi Yves. Je veux l'entendre lui-même. Et je me donne le combiné, il me dit, comment tu vas? Je dis, je vais bien. Il me dit, mais quoi cette affaire? Je dis, écoute, ne t'inquiète pas pour moi, je n'ai rien à y voir, c'est pas moi qui vais tuer Ngwabi. Il dit, ah bon, maintenant je suis d'accord, j'ai compris. Et je lui dis, bon, tu as averti mon frère, parce qu'il est là, mon frère Philippe, il était à Pointe-Noire. Je lui dis, tu vas avertir Philippe, parce que je connais dans ce pays, les gens, quand ils sauront que c'est Motondo, ils vont réagir contre ma famille. C'est comme ça que ça se passe dans ce pays. J'ai dit, tu as averti tous les Liquoriens à Pointe-Noire. Et c'est comme ça. Alors, mais c'est comme ça ce pays. Alors, messieurs, mesdames les conférenciers, nous passons la nuit. Je ne suis pas sorti ce soir-là parce que j'avais ouï dire que mes parents à Potopoto étaient menacés. Je voulais sortir, les autres m'ont retenu. J'ai passé la nuit. Je crois que le colonel, mon ami le colonel Sa Benjamin, a dû faire justement un tour à Ouenzé et tranquilliser mes parents qui étaient assiégés, pour leur dire que je n'avais rien à voir dans cette affaire et qu'ils m'avaient en tout cas vu vivant et tranquille. Alors, le lendemain matin, je n'ai pas bougé non plus, je suis resté dans la caserne, je suis allé retrouver mes sœurs, parce que mes sœurs, mon chauffeur les avait pris, parce qu'il est rentré en retard. Il est rentré après que moi je sois rentré dans la caserne, il les avait pris, il était parti déployer chez le capitaine Isambo. Donc je les ai retrouvés, je les ai ramenés à la maison. Et le surlendemain, je suis allé à l'état-major. J'ai vu le capitaine Isambo, je lui ai dit, mais il va falloir que l'on voit clair sur celui qui a cité mon nom. Parce que c'est ça le problème. Qui a cité mon nom dans cette affaire-là? Il me dit, bon, on va monter au ministère de la Défense. On monte au ministère de la Défense. Et les chefs militaires étaient en réunion. Nous avons fait du boucan à la porte parce que nous voulions qu'ils sortent. Et est sorti le commandant Bia. Nous avons dit, Ambia, alors qu'est-ce que vous faites là-dedans? Il va falloir faire la reconstruction qu'on va clair dans cette affaire. Moi, je dis, mais mon nom
Et il circule, hein. Alors il va falloir qu'on voit clair. Mbia nous a écoutés et puis il est rentré, il n'est plus ressorti. Alors, le commandant Moissi Posso est arrivé. Bon, le commandant Moissi Posso est arrivé. Et nous lui avons suggéré, nous lui avons dit, mais il faut que nous voyions, nous allions regarder un peu à la présidence pour savoir, pour avoir une idée de ce qui s'est passé. Alors donc nous sommes retrouvés, Moissi Posso, Isambo, Ngobo, et Wolo qu'on avait fait chercher, et moi, donc nous sommes partis à la présidence. Nous avons fait une espèce de reconstitution. Ce qui était curieux, c'est que à la présidence, ce jour-là, la présidence était vide. Une affaire bien organisée. Les deux motards qui devraient être de permanence n'étaient pas là ce jour-là. Il y avait un qui avait sa moto en panne et je ne sais pas quoi. Et quand le commandant Moissi Posso a dit, ah oui, mais vous n'étiez pas là, on va au fusiller, hein, il est tombé évanoui. Alors, l'autre chose qui m'a intrigué, c'est qu'on n'avait même pas marqué l'endroit où étaient tombés les corps. J'ai dit, mais comment ça? Et puis après, on demande à Ewolo d'apporter les armes, il les apporte toutes comme ça dans les mains. Moi, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Ces armes qui sont des pièces à conviction sur lesquelles on doit faire des analyses. Et puis on les tient comme ça. Bon. Alors on décide, entre autres choses, hein, parce qu'on a marché, on a regardé, etc., etc. On décide d'écouter Okamba et Ontou. Alors on enferme Okamba dans une chambre et on écoute Ontou. Ontou nous raconte comment le véhicule est arrivé, comment le capitaine, lui, il est sorti, ils sont sortis de leur bureau, ils ont rencontré le capitaine à la porte. Le capitaine, ils ont dit, ils n'ont pas dit le nom. Ensuite, il nous dit, le capitaine s'est présenté comme étant le capitaine Motondo. Bon, je le regarde, je ne sais même pas s'il savait que c'était moi le capitaine Motondo. Puisque moi j'étais là. Donc nous écoutons tout ça. Et on enferme maintenant en dessous dans une chambre et on sort au Kamba. Au Kamba nous dit, il ne s'était pas présenté. Parce que s'il s'était présenté comme étant le capitaine Motondo, moi je l'aurais reconnu même maquillé parce que je connais depuis le bâtiment para. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse dans ces conditions-là? On a enregistré ça comme ça et chacun de nous a rejoint son corps. Un peu déçu quand même par l'organisation de la garde présidentielle. Vous venez de suivre le témoignage du capitaine Yves Motondo Mongo. Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM. Radio Forum FM 105.8. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. La mémoire relève d'une approche sensible, individuelle, presque sentimentale du passé, qui abolit la caractéristique première de l'histoire historienne, à savoir la mise à distance, et que le devoir de mémoire est aussi un devoir de vérité qui s'impose à tous. Fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venus les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi, dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990.
Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la Conférence nationale. Le véritable pari de la Conférence nationale souveraine était sans doute de s'attacher à unir et à réconcilier toutes les forces nationales qui ont été marginalisées et divisées du fait de la gestion égoïste et irresponsable du monopartisme. Tel est le mot de maître Maurice Massengo-Thiassé, président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, lu par Ingrid Flora. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, maître Maurice Massengo-Thiassé, lu par Ingrid Flora. Forum FM, radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous. Poto poto mungali wenze, kalanda kombo masengo, jiriki tere makabandilu, zilu la base mutabala, insugi kingwali basina. Bakongo makelekele sangolo, mayanga majikunga ngalingolo, bayokanga radio koro, akoteya, akobeta, midule ya bana mboka. FM radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous. Forum FM radio de moi, allo radio de toi, allo radio de nous. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Ingrid Flora, la plus belle voix d'Afrique, la voix radiophonique de la fille de son père. Écoutez ça.